Et la team, on est mercredi, et le mercredi, vous savez ce que ça veut dire. Sur ma chaîne YouTube, c'est le jour des best-of de live Twitch, en mode Crystal Ball. Et aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui est réclamé depuis un moment dans les commentaires. Il y en a certains qui étaient impatients, les Français en NCAA. Alors, qui sont-ils? Où en sont-ils? Quels sont leurs espoirs? Eh bien, c'est exactement ce que l'on va analyser ensemble aujourd'hui. Aujourd'hui, un sujet, je l'ai déjà dit, que vous m'avez beaucoup demandé, on va parler des joueurs français qui jouent en NCAA. Et comme je fais à chaque fois dans ces lives, à la base, je ne voulais garder que 6 joueurs, et en fait, le choix était beaucoup trop dur pour ne garder que 6 joueurs français actuellement en NCAA. Je voulais parler des meilleurs, ou en tout cas ceux qui me semblaient les plus intéressants, et il y en avait plus de 6 dont je voulais parler. Donc j'en ai sélectionné 10, parce que en vrai, il faut se rendre compte, on n'en parle pas beaucoup, mais toute division NCAA confondue, il y a pas loin de 80 Français qui sont dispatchés dans toutes les facs du pays. Bon, j'ai pas la prétention de tous les connaître, déjà j'essaye de connaître au maximum ceux qui sont en première division de NCAA, même si c'est pas facile, et voilà, comme je disais au départ, je voulais faire cette sélection de 6, et j'ai pas réussi, donc voilà, exceptionnellement j'ai élargi cette sélection à 10, je les ai sélectionnés de façon arbitraire, hein. Pour moi c'est les meilleurs joueurs NCAA à l'heure actuelle, ou en tout cas les plus prometteurs peut-être pour certains, et ceux qui méritaient en tout cas à mon sens qu'on parle d'eux, ceux dont j'avais vraiment envie de parler particulièrement. Et aujourd'hui, comme je le fais souvent, tous ces candidats, je vais vous les présenter par ordre alphabétique de leur nom de famille. La question qu'on va se poser, et on refera un bilan dessus en fin de live, hein, pour savoir, c'est qui a le plus de chances justement d'avoir un avenir en NBA, ou qui aura plutôt une carrière professionnelle de niveau Euroleague, ou plutôt une carrière professionnelle de Betclic Elite. Donc en gros, à chaque fois que je vous présenterai un joueur français, vous voterez dans le sondage pour nous dire en tout cas si l'avenir de ce joueur est plutôt en NBA selon vous, plutôt à un niveau Euroleague, ou plutôt à un niveau Betclic Elite. Enfin voilà, quand je parle Euroleague, Betclic Elite, NBA, c'est pas forcément dans ces ligues-là, quoique la NBA c'est dur de trouver un équivalent, l'Euroleague aussi, mais c'est... Voilà, pour se donner vraiment une image de ce qu'ils peuvent faire dans la suite de leur carrière professionnelle. Donc on va y aller, je vais vous présenter ces 10 joueurs. Vous, avec les sondages, vous essayerez de prédire leur avenir. Je vous aiderai aussi également en vous montrant des images, ce que je fais pas d'habitude dans le live, mais même sur la rediff, vous allez voir, j'en mettrai aussi sur le best-of. Ça n'a pas toujours été facile de trouver les images de tous ces prospects, j'ai téléchargé pas mal de vidéos, mais je me suis rendu compte que justement, hein, tous ces joueurs qui jouent dans des petites facs, il y a certaines de ces facs qui mettent pas du tout les highlights ou les résumés de ces matchs, et quand on voit des résumés de ces matchs, c'est souvent que c'est les adversaires qui les ont mis, et du coup on ne voit que les actions positives des adversaires. Donc pas facile justement de trouver des highlights pour chacun, mais j'ai fait de mon mieux, et même si ça n'a pas toujours été possible, vous le verrez, j'ai quand même essayé de vous montrer au maximum des images de cette saison, parce que ça me semblait plus cohérent, plus adéquat justement pour imaginer le niveau de jeu de ces joueurs. 90%, peut-être même un peu plus, sont des images de cette saison, donc ce sera quand même que des images actuelles, ou majoritairement des images actuelles, et quand c'est pas cette saison, c'est celle d'avant. Donc voilà, vous avez tous les éléments, je vais vous présenter les 10 Français en NCAA qui me semblent super intéressants à aborder aujourd'hui. Vous allez voter. Let's go, rien à dire de plus, on va en parler de ces Français. Premier joueur que je vous présente aujourd'hui, Adama Bal, qui est né en 2003, c'est un poste 2 qui mesure plus de 2 mètres, hein, 2m01, 2m01 selon les mesures, et qui évolue actuellement, hein, vous le voyez sur la photo, chez les Broncos de Santa Clara. Lui, il est originaire du Mans, il a été formé au Pôle France aussi, hein, avec l'INSEP, il a une bonne expérience en équipe de France jeune, il a été champion d'Europe U20 par exemple l'été dernier, et ce qu'il faut savoir, c'est qu'en fait Santa Clara, il vient d'arriver, parce qu'il a été transféré cet été, après 2 ans passés à Arizona, où il était très peu utilisé finalement. En fait, on se rend compte que Adama Bal, il était quand même assez jeune et assez immature quand il a fait ses débuts universitaires, et cette année, on peut la considérer comme la saison de l'explosion, parce qu'il est passé de 8 à 31 minutes de moyenne par match, et ce dont on se rend compte, c'est que justement, avec plus de responsabilités, ses stats, elles connaissent une espèce d'augmentation qui est assez impressionnante. On se rend compte de toute façon vite, hein, quand on le voit jouer, Adama Bal, qu'il a vraiment le physique pour tout faire sur un terrain, il a une bonne vision de jeu, en plus,
plus, il a fait de bons progrès au handle aussi, qui lui permettent d'avoir une bonne panoplie de cross pour prendre l'avantage. Et je trouve que depuis son arrivée à Santa Clara, on commence à bien parler de lui aux États-Unis. En tout cas, on parle de lui en bien. Il apparaît dans certaines mock drafts pour 2024. Et je pense qu'il avait surtout besoin du bon contexte pour percer. Et là, j'ai l'impression qu'il est en train de le trouver. Il est en train de montrer justement qu'il peut avoir le profil du scoreur 3 niveaux, ce qu'il est capable de faire, dans une fac qui est de plus en plus cotée, parce qu'on le sait, hein, ces dernières années, à Santa Clara, on a des Jalen Williams et du Brandon Podziemski qui en sont sortis, qui actuellement se font une belle carrière en NBA. Là, cette saison, la fac de Santa Clara a des résultats corrects, ils sont 4e de la conférence WCC au moment où je parle. Adam Abal est le meilleur scoreur de l'équipe, c'est un bel accomplissement hein, pour une fac qui a quand même déjà une petite renommée, surtout que vraiment il a connu une montée en puissance au fur et à mesure de la saison. On s'est rendu compte que plus les matchs avançaient, mieux il créait son tir, et je trouve qu'en plus de ça, il a une très bonne envergure, même si c'est à la base plutôt un attaquant, une très bonne envergure qui le rend aussi bon en défense. Maintenant, il faut noter que parfois encore il est irrégulier, ça c'est quelque chose sur lequel il va devoir progresser. Récemment, il a fait une grosse contre-performance, hein, il a mis 0 points contre Loyola, et si on prend ses 2 derniers matchs, il a cumulé un vilain 1 sur 16 sur ces 2 rencontres. C'est pas grave, ok, il a connu des gros bas là-dessus, mais c'est pas la première fois qu'il connaît des hauts et des bas sur son adresse depuis le début de la saison, et j'ai confiance sur le fait qu'il va vite revenir, parce que aussi récemment, il faut se rappeler qu'il avait enchaîné 4 matchs à plus de 23 points par match de moyenne hein, sur ces 4 matchs, et en janvier, il avait fait un match référence contre les rivaux de Gonzaga, où Santa Clara les a battus pour la première fois depuis 2011, c'est ce que j'ai mis dans mes notes. Donc pas mal de choses qui sont positives hein, du côté d'Adam Abal. En plus, globalement, il a des pourcentages qui sont très bons pour son âge. C'est un joueur complet qui, comme je disais, peut porter la balle, il peut faire des passes, il peut être bien utilisé des deux côtés du terrain, il a les outils pour ça. Ça lui permet de jouer au poste 2 en tant que deuxième ball handler. Il a une super bonne taille pour ce poste, vu qu'il fait plus de 2 mètres. Il a un très bon package offensif qui lui permet même de jouer meneur du côté de Santa Clara. C'est un joueur long qui est athlétique, qui a une bonne finition près du cercle, qui peut switcher sur plusieurs postes hein, en plus de ça, grâce à sa taille. Comme je disais, surtout, je pense qu'il a une constance à trouver. Ok, il est aussi encore un petit peu brut dans son jeu parce qu'il fait pas mal de petites erreurs, il y a une sélection de tirs qui pose parfois question aussi, mais tout ça je m'en fais pas, ça viendra avec la maturité, hein, il a que 20 ans, et quand je vois à quel point le talent et les outils sont présents, ben je me dis qu'il peut avoir un bel avenir. Peut-être que gagner en discipline, même sûrement que gagner en discipline sera la clé pour Adam Abal, mais je me dis qu'en NBA, une équipe qui croit en lui et en son potentiel de two-way player pourrait bien utiliser un pick sur le français d'ici la prochaine draft. Deuxième joueur dont on va parler aujourd'hui, Daniel Batcho, qui lui est un 2002, j'en ai déjà parlé dans des anciennes vidéos, hein, quand je parlais des futures pépites françaises. Lui, il mesure 2m11 et c'est un pivot qui joue à Louisiana Tech cette année. Il est originaire de Charenton, lui aussi a été formé au Pôle France, il avait été MVP du Adidas Next Gen Tournament en 2020, et ce qu'il faut savoir, c'est que Daniel Batcho, c'est sa 3e fac en 4 ans, après avoir passé sa saison redshirt à Arizona, et puis après avoir passé 2 ans à Texas Tech. Donc maintenant, il fait sa saison junior à Louisiana Tech, et il a connu un petit retard en début de saison, il n'a pas pu jouer le coup d'envoi de cette campagne, le temps de valider son transfert. Mais depuis, tout est rentré dans l'ordre pour Daniel Batcho, et plutôt bien, parce qu'il a déjà fait une bonne vingtaine de matchs, et je trouve que depuis qu'il est à Louisiana Tech, hein, il confirme vraiment les progrès qu'il a fait l'an dernier. Il avait déjà franchi un cap l'année dernière, et tout ça, il le confirme. Maintenant, c'est dommage, parce que la saison passée, il avait été un petit peu embêté par les blessures en fin de saison, et là, il arrive en pleine forme dans cette fac de Louisiana Tech, qui est sûrement peut-être moins connue que celle de Texas Tech, mais qui lui a permis de encore passer une étape. Ce qu'on voit, hein, de toute façon, dans les stats, vu qu'il tourne quasiment à 15 points 10 rebonds, un gros double-double de moyenne, c'est le 2e meilleur scoreur de son équipe, donc ça montre qu'il a un rôle offensif, mais c'est aussi le meilleur rebondeur de sa team, et ce qu'on voit, c'est que Daniel Batcho, c'est quand même un pivot qui est vraiment très solide au niveau universitaire. Son équipe des Bulldogs de Louisiana Tech, elle est première actuellement de la conférence USA en NCAA, ok, c'est pas la meilleure conférence de NCAA, mais c'est bien, justement, d'être premier de sa conférence, ça veut dire que si sa team gagne, et que dans la win, il a un gros rôle, bah, ça veut dire que oui, c'est un bon joueur, et ça veut dire aussi que cette équipe, si elle gagne le tournoi de sa conférence, a une chance de participer à la March Madness. Ce qu'on voit aussi, c'est qu'avec lui, cette équipe est une grosse équipe défensive, Louisiana Tech, c'est vraiment son arrivée hein, qui a permis ça, donc on verra ce que ça donne au niveau du Selection Sunday, mais je pense que Louisiana Tech, bah, déjà on verra ce qu'elle fait au tournoi de conférence, mais Louisiana Tech a une petite chance de participer à la March Madness, ce qui serait un bel accomplissement pour cette fac, donc voilà, il y a vraiment une vraie bonne saison pour cette équipe depuis l'arrivée de Daniel Batcho, qui a transformé cette équipe.
qui est passé de 45% de victoire la saison dernière à 70% cette année. De la 9ème place de leur conférence, ils sont passés à la première place cette année, et je pense que Daniel Batcho, et même c'est sûr Daniel Batcho, a un très gros rôle là-dedans. Et donc maintenant c'est bien pour lui, parce que l'an dernier il avait quand même participé au Sweet 16 avec Texas Tech, non c'était en 2022 pardon qu'il avait participé au Sweet 16 avec Texas Tech, et maintenant ce serait pas mal pour lui de retrouver ce tournoi avec ce nouveau statut maintenant qu'il a un plus gros rôle qui lui permettrait de se montrer devant les scouts NBA. De toute façon son profil on va pas en faire des heures parce que ses stats justement je trouve signifient bien quel type de joueur il est. C'est un pivot un petit peu à l'ancienne, hein, c'est ce qu'on pourrait dire en tout cas au premier regard. C'est un joueur qui est très puissant, qui est capable hein, aussi de jouer de haut panier, c'est une de ses spécialités le jeu au poste, mais ce que j'apprécie aussi c'est qu'il a de très bonnes mains, vraiment. Il a aussi un physique qui lui permet de choper beaucoup de rebonds, plus de 10 par match, et vraiment il a aussi une intelligence, un vrai sens du placement aussi au rebond. Et surtout, bah, en défense, il est utilisé parfaitement comme protecteur de cercle, hein, ce rôle il le fait vraiment bien. En gros c'est le genre de pivot dont beaucoup auraient rêvé dans les années 90, avec sa taille en plus, il avait vraiment tous les outils du basket de l'époque. N'empêche que je pense qu'il peut quand même trouver une place dans le basket moderne, parce que ça reste un joueur très énergique, qui a beaucoup d'envie, qui quand il est sur le terrain a beaucoup de volume, beaucoup d'activité, beaucoup d'intensité, et vraiment c'est un joueur qui se remarque directement quand il est sur le parquet au vu de tout ce qu'il apporte de façon immédiate, hein, j'ai envie de dire. Sur pick and roll il est très bon pour rouler vers le cercle, tout ça il le fait bien, les fondamentaux il les maîtrise, il peut être trouvé aussi en l'air avec des passes lobées où il utilise très bien sa taille, il tente même des petits 3 points de temps en temps, même si c'est très rare et que pour l'instant il a pas de réussite, mais il montre que c'est aussi un aspect de son jeu qu'il est capable de développer peut-être avec le temps. Donc ce qui peut aller contre lui à la draft c'est peut-être son âge, parce qu'il a déjà 22 ans et son profil un petit peu à l'ancienne, c'est peut-être pour ça qu'il apparaît dans peu de mock draft à l'heure actuelle, mais je pense qu'il peut encore se faire remarquer d'ici la fin de saison, et peut-être même la saison prochaine s'il décide de faire une saison senior en NCAA. Donc maintenant, ben, peut-être que effectivement il va pas être drafté parce qu'il n'apparaît pas dans les mocks, et on sait sur les drafts que ça se joue beaucoup au potentiel, mais je ne veux pas faire une croix sur un potentiel avenir en NBA, parce que effectivement il est en train de se faire une super réputation, je trouve, à la fac, et peut-être qu'il pourra signer un contrat et essayer de se construire quelque chose, parce que vraiment en termes d'outils, de physique et de qualité de jeu même, hein, Daniel Batcho a beaucoup de choses à montrer et beaucoup de choses à apporter, je pense, en tant que professionnel. Maintenant on va parler de Mohamed Diarra, qui est né en 2001, qui lui est un pivot de 2m10 et qui fait sa dernière année en NCAA, donc sa saison senior, à NC State. Lui à la base il vient du foot, et en fait bah, c'était vraiment un footballeur, et il a commencé le basket assez tard, parce que bah, on s'est rendu compte qu'à 15 ans il était très grand et qu'il pourrait avoir du potentiel dans ce sport. Il a dû tout apprendre à ce moment-là, et il avouait lui-même hein, vraiment qu'apprendre un nouveau sport de A à Z ça a été très difficile. N'empêche qu'il avait un oncle qui était coach de basket, qui l'a beaucoup aidé à se développer, alors que plusieurs fois il a voulu abandonner parce qu'il trouvait ça difficile, et il s'est accroché, et finalement Mohamed Diarra il a réussi à utiliser sa taille pour développer aussi ses skills et faire de vrais progrès. En fait il a fait ses gammes dans une toute petite fac en tant que freshman et en tant que sophomore, c'était même pas vraiment en NCAA, c'était en junior college, donc c'est une autre ligue universitaire qui est parallèle à la NCAA et qui a un niveau forcément qui est un petit peu moins élevé, et après il a fait sa saison 3 à Missouri, et sa saison junior hein, qui était à Missouri, et donc il a été transféré pour faire sa saison cet été, sa saison senior à NC State. Là-bas, à la base c'est un backup, mais ce qu'on voit c'est que il a un rôle de plus en plus important, pardon. Et en fin de saison à Missouri par exemple, il jouait de plus en plus, et il a participé à la March Madness, et il est allé jusqu'au 2e tour l'année dernière, donc ça c'est propre, c'est un vrai accomplissement vu le chemin qu'il a parcouru. Et aujourd'hui ce qu'on voit, c'est qu'à NC State, il a toujours un rôle qui est principalement en sortie de banc, même s'il a fait quelques matchs en tant que titulaire, notamment les 2 derniers, donc c'est prometteur de voir qu'il a de plus en plus de temps de jeu, encore une fois, plus la saison avance, et je trouve que plus ça va dans sa carrière universitaire, plus il a un rôle défini. Depuis qu'il est arrivé à NC State, je trouve que le fit est vraiment bon, et là il s'éclate vraiment dans cette nouvelle fac, c'est le meilleur rebondeur de son équipe, lui aussi, il apporte beaucoup d'énergie en défense et au rebond, il peut même stretch un petit peu, parce que finalement il tente un petit peu plus d'un 3 points par match, et il en met un tiers de ses tentatives à longue distance, et surtout Mohamed Diarra en plus de ça il brille par une envergure incroyable, hein, ça parle d'une envergure de 2m30 ou pas loin de ce que j'ai vu, il prend beaucoup de place des 2 côtés du terrain, c'est un joueur très long, et vu qu'en plus de ça c'est un joueur qui est très athlétique, évidemment qu'il a beaucoup d'outils intéressants pour la NCAA, mais aussi pour son avenir en tant que professionnel. Là son équipe de NC State elle est 5ème d'une conférence ACC hein, qu'on connaît, qui fait partie des plus relevés en NCAA, et qui peut aussi finalement avoir sa chance pour la March Madness, hein, sait-on jamais. Il a un profil de rôle
role player qui apporte ce qu'il faut à sa team. C'est un mec qui peut finir en double-double de temps en temps et qui est vraiment capable, je trouve, ça c'est appréciable quand il arrive sur le terrain. C'est vrai que je l'ai un peu dit de bas de chaud, mais Diarra c'est encore plus remarquable, encore plus flagrant, je trouve, de changer complètement l'énergie de son équipe dès qu'il rentre sur le parquet. Il apporte un vrai boost, je trouve, Mohamed Diarra, quand il est sur le terrain et qu'il rentre, et ça, c'est sa vraie qualité, je trouve. Il est très fort aussi pour se positionner en défense, vu toute la place qu'il prend. Il est très fort aussi pour dissuader sans faire faute. Tout ça c'est fort, et ce que j'aime bien aussi avec Diarra, c'est que dès qu'il va rentrer, on va avoir la certitude qu'il va jouer dur. Il a fait un match référence contre Wake Forest début février, il était en sortie de banc, mais il a joué 33 minutes quand même, pour un match à 13 points et 12 rebonds à 5 sur 5 au tir, malgré la défaite ce jour-là. Il avait fait un match à 18 rebonds aussi en début de saison, la preuve qu'il peut prendre des moissons de rebonds et qu'il peut faire des chantiers dans la raquette. Il a la chance aussi d'être pas mal sous les projecteurs finalement, dans une conférence ACC qui est une des plus suivies et une des plus diffusées aux États-Unis. Donc bien sûr, il est peu présent dans les mock drafts à cause de son âge, mais un petit peu comme Daniel Batcho, j'ai envie de dire, qui pourrait peut-être décrocher des petites opportunités, des petits contrats en NBA, vu les outils et le physique qu'il a, si justement il y a une équipe qui peut s'intéresser à sa longueur et à son énergie qui toutes les deux sont démentes, et peut-être que s'il arrive à saisir les opportunités, il pourrait s'y faire une place. Donc son potentiel peut-être n'est pas dingue, quoique moi j'ai envie de dire qu'il est peut-être plus haut que ce qu'on pense, parce que malgré ses 23 ans, il a commencé le basket très tard. Par contre physiquement, je pense que rien qu'avec sa taille et sa longueur, et même son profil déjà de pivot moderne, vu qu'il peut tirer de loin, il peut avoir le profil NCAA à l'avenir, donc vous allez me dire ce que vous en pensez. Maintenant, Ilan Fibleuil, qui est né en 2005, qui est très jeune donc, vous le voyez, il a 18 ans pour l'instant, qui mesure 1m98, qui joue poste 2-3 et qui joue à UCLA cette saison, donc dans une très très grosse fac. Lui aussi, il a été formé au Pôle France, il est encore très jeune, pour l'instant il a un tout petit rôle en NCAA, mais c'est normal, c'est un freshman, donc un première année, qui est en train d'apprendre ses gammes, qui est en train de faire ses gammes, dans un très gros programme, et qui finalement a commencé à se faire connaître lors de la Coupe du Monde du 17 avec la France, il y a l'été dernier, enfin pas l'été dernier, celui d'avant, c'est cet Euro dans lequel cette Coupe du Monde, dans laquelle il avait été incroyable. La France avait obtenu la médaille de bronze, et Ilan Fibleuil avait été élu dans le meilleur 5 du tournoi, donc un vrai accomplissement, et ça montre à quel point lui aussi avait du potentiel et du talent. Donc à la base, il faut savoir que Fibleuil, il voulait pas aller en NCAA, il l'avait dit dans une interview qu'aux États-Unis, il avait un petit peu peur d'être noyé dans la masse, parce qu'il y avait beaucoup de joueurs de son profil, sauf que il a vu que dans sa boîte aux lettres était arrivée une bourse UCLA, il y avait même eu une offre de Gonzaga de mémoire, et ce qu'il avait dit c'était que cette offre de UCLA elle était impossible à refuser pour lui, surtout que c'était un grand fan de Russell Westbrook qui lui aussi était passé par la fac des Bruins aussi. Malheureusement cette saison à UCLA, sa première en NCAA à Fibleuil, elle est plutôt décevante pour les Bruins, parce que pour l'instant eux aussi ils jouent dans une conférence très relevée, la Pac-12, mais l'équipe est seulement 4ème, et cette équipe n'est pas certaine de faire la March Madness, alors que c'était quand même un programme qui est attendu très fort chaque année, et qui était attendu fort cette année aussi. Donc il y a un vrai besoin de gagner des matchs en ce moment à UCLA, et c'est pour ça aussi que je trouve que c'est peut-être dur de faire jouer et de donner des responsabilités à des jeunes comme Ilan Fibleuil. Et puis il a été malchanceux, il faut savoir, Fibleuil, parce que juste avant le début de la saison, il a fait une chute en scooter, il a été blessé sur sa main de shoot, ça a pas aidé, il a joué malgré ça, il a pas voulu être sur le côté, mais c'est dur de trouver le rythme quand t'as des douleurs à ton poignet sur ta main de tir. Donc maintenant c'est pas grave, lui-même sait qu'il est là d'abord pour apprendre, et il bosse dur pour ça. Son objectif il est clair, il l'a dit plusieurs fois, c'est la NBA. Cependant, je pense que ce serait une erreur de se présenter en 2024 a priori, et je ne sais même pas si c'est ce qu'il ambitionne, mais vu que pour l'instant il joue très peu à UCLA, je pense qu'il a tout intérêt à continuer à faire ses gammes en NCAA avant de faire le grand saut. Il doit encore apprendre, il doit encore faire ses preuves. Par contre, il peut être potentiellement attendu, pourquoi pas au premier tour dans la draft 2025. Donc il a déjà dit de toute façon que c'était l'objectif, qu'il voulait voir d'abord comment UCLA l'aura développé à la fin de sa saison 2 ou à la fin de sa saison 3, sa saison junior. En attendant, il rentre que peu sur le terrain, mais quand il rentre, il arrive quand même à se montrer utile, notamment en défense. Il montre qu'il peut être efficace sur des postes 2, 3 ou 4, donc ça montre qu'il peut switcher, et ça aussi c'est intéressant pour le niveau supérieur quand il sera pro. Il a une grosse envergure aussi pour son poste, qui a été évalué à pas loin de 2m10, c'est un joueur solide aussi, qui se déplace très bien, qui est plutôt smooth, et surtout qui a une grosse explosivité qui l'aide, parce que sa vitesse latérale en défense est assez intéressante pour défendre notamment sur les porteurs de balles. Maintenant il a un temps de jeu qui pour l'instant est très aléatoire, mais il sait se rendre utile. Quand il rentre sur le terrain, il a souvent un plus-minus qui est positif, et il a souvent un bon impact. Rien que ça permet d'être optimiste. C'est un joueur sérieux de toute façon, Ilan Fibleuil, qui joue plutôt juste, je trouve, malgré son très très jeune âge, qui arrive aussi à se trouver de bons shoots dans le périmètre, quand il a les positions. Il a surtout de vraies qualités
qualité de slasher, avec un bon jeu en 1 contre 1, c'est comme ça qui fonctionne, c'est là l'essence de son jeu. Ilan Fibleuil, il est à l'aise avec son dribble, et ça lui permet vraiment d'évoluer en ISO. Il peut aussi partir en contre-attaque et finir avec un gros tomard, avec ses qualités athlétiques. Il a une bonne science du jeu aussi, il fait de bons cuts pour être trouvé, et voilà, enfin, quand tu mixes justement ce bon QI basket, et cette certaine maturité, mine de rien, à 18 ans, avec cette explosivité, mais ça te donne des outils qui sont intéressants pour la suite. Maintenant, le problème, c'est que pour l'instant, c'est pas encore assez une valeur sûre sur les shoots de loin. Il va devoir régler ça, je pense, s'il a l'opportunité d'avoir plus de temps de jeu et plus de tickets de shoot. Plus de tickets shoot, pour le moment, c'est difficile d'avoir une régularité à 3 points quand tu as si peu de tickets shoot, mais c'est rassurant, encore une fois, je trouve, parce que même si ses pourcentages sont pour l'instant pas au rendez-vous, il se place bien, je trouve qu'il prend les bons tirs aussi, encore une fois, dans le flow du jeu, ça montre encore une fois sa maturité et son QI basket, puis il a une bonne mécanique aussi sur son tir, il est même capable de le créer, son tir. Tout ça c'est bien, en fait, la seule chose qui lui manque, c'est que ça rentre avec plus de constance et plus de régularité, donc ok. Fibleuil, pour l'instant, on a eu que peu l'occasion de le voir sur le terrain avec UCLA, n'empêche qu'on voit que les scouts le mettent toujours dans les premiers tours de mock draft futurs, et dans pas mal de premiers tours de mock draft futurs, notamment potentiellement 2025, ça montre qu'en NBA on croit en lui, et ça montre que même si pour l'instant il n'est pas encore prêt, le potentiel d'Ilan Fibleuil pour potentiellement jouer en NBA pour la suite est bien présent, et en tout cas est bien réel. Maintenant, je vous parle de Keza Jifa, qui est né en 2002, qui est un meneur de jeu, qui mesure 1m88, et qui lui est à High Point en ce moment, dans le High Point, pardon, c'est cette petite fac aux États-Unis. Donc c'est le fils de Sacha Jifa, que vous connaissez sûrement bien, son père qui a été international français. Keza, il a été formé à Boulogne-le-Valois, chez les Mets, et là c'est sa 3e fac en NCAA en 3 ans, parce que voilà, il a fait sa saison freshman à UTEP, il a quasiment pas été utilisé. Ensuite, il est parti à Daytona State, pardon, en 2e division NCAA, où il a été titulaire, il a montré qu'il faisait de bons progrès, et là cette saison il est revenu dans la première division NCAA, et il montre que justement il a bien appris à Daytona la saison d'avant, donc maintenant il est dans la petite fac de High Point, et il montre qu'il a vraiment du talent en fait, parce que pour l'instant il est utilisé majoritairement en tant que 6e homme, mais ça lui empêche pas d'avoir un gros temps de jeu, vous le voyez, il joue 29 minutes par match, et ce temps de jeu il s'en sert bien pour beaucoup scorer dans son profil de dynamiteur. Son équipe pour l'instant de High Point, elle est première de la conférence Big South, c'est pas mal, bien sûr, c'est pas non plus la conférence la plus relevée du circuit, mais pourquoi pas rêver de faire la March Madness, vu comment cette saison est une réussite pour le moment dans la conférence, ce serait un exploit quand même pour une si petite fac, mais pourquoi pas, on le sait, les belles histoires en NCAA, ça arrive chaque année, et en attendant, comme je le disais, Jifa, il joue majoritairement en sortie de banc, n'empêche que il est dans le top 3 des scoreurs de son équipe, et on voit à quel point il a un rôle essentiel dans sa team, qui clairement est en train de réaliser l'une des meilleures saisons de son histoire, et forcément que Jifa a un rôle là-dedans. Lui, il a gagné tout plein de récompenses, il a été 3 fois joueur de la semaine déjà depuis le début de l'année 2024, une fois en janvier et 2 fois en février, dans sa conférence, je voulais dire, donc 3 fois joueur de la semaine de sa conférence. Ça reste bien sûr un joueur qui est assez irrégulier dans son scoring, mais c'est aussi son rôle qui veut ça, les dynamiteurs comme ça, les pétards ambulants, on le sait, il y a des matchs où quand tout rentre dedans c'est excellent, d'autres matchs où ça rentre un petit peu moins, et Jifa il subit un petit peu ça. Maintenant, quand il est utilisé en tant que titulaire, comme ça a été le cas pendant 5 matchs dernièrement, on l'a vu sur ces 5 matchs en moyenne, il a tourné à quasiment 25 points par match, donc ça montre que même quand on lui donne des temps de jeu et des responsabilités, il arrive à l'assumer. Pendant cette période, il a même fait une perf à 37 points avec une espèce de gros game winner juste avant le buzzer, donc qui avait fait gagner son équipe. Ça c'est une perf qui a fait parler de lui aussi, malgré le fait qu'il joue dans une petite fac. Il a eu plus de mal ensuite au mois de février, quand il est revenu sur le banc, il a fait un match à 1 sur 15 au tir, mais c'est pas grave, comme je disais, encore une fois, c'est son profil et c'est son rôle, je pense, qui veut ça. Lui, c'est un gaucher qui a vraiment un profil de meneur-scoreur, vraiment. Maintenant, il a une sélection de tirs qui peut questionner un petit peu, par contre, j'ai l'impression qu'il a peur de prendre aucun tir, et il a un vrai culot, une vraie envie, et tout ça, c'est bien. Il est agressif aussi vers le cercle et dans son scoring, et quand il met dedans, il est capable de coups de chaud incroyables, je vous rappelle qu'il a mis déjà 37 points cette saison, et je me demande même si c'est pas un record pour un Français en NCAA de mettre 37 points dans un match. Maintenant, c'est aussi un bon dribbleur, mais ce que j'aime bien, c'est que c'est un bon dribbleur sans être un croqueur, parce qu'il est aussi capable d'organiser un minimum le jeu, c'est un meneur de jeu, et de faire des passes, il tourne un petit peu plus de 3 passes par match. On l'a vu aussi cette saison, il a fait pas mal de rencontres à 6-7 passes, il a fait un record à 9 aussi sur le match d'ouverture, 9 passes décisives en seulement 21 minutes, ça montre que des fois, quand il a un rôle où on lui demande d'organiser plus le jeu, il est capable aussi d'endosser ce costume, donc voilà, c'est pas juste un scoreur, et il peut apporter d'autres choses, ça j'aime bien, donc voilà, c'est vraiment un joueur qui est
porté sur le scoring, mais c'est aussi un joueur qui voit bien le jeu, qui apporte une bonne énergie défensive aussi, même s'il n'a pas les meilleurs outils du monde, parce qu'il bien sûr il mesure qu'1m88. Pour l'instant, il n'apparaît dans aucune mock draft. Pas sûr qu'il ait un avenir en NBA, faudra voir. N'empêche qu'en ce moment, il fait une saison exceptionnelle, aussi bien individuellement que collectivement. Je trouve que il est en train de vivre une très belle aventure personnelle. High Point, sa fac, est aussi en train de vivre une très belle aventure collective. Tout ça, comme je disais, JFAS, c'en est un des principaux artisans. Donc moi, ce que je lui souhaite, c'est que il vive ça à fond pour le moment, pour sa saison junior. Et ensuite, on verra ce qui se passe. Peut-être encore une saison en NCAA pour faire monter sa cote. Peu importe, on verra. Quoi qu'il en soit, ce qu'il fait en ce moment, ça fait parler de lui. Et cette petite fac de High Point doit être bien contente de l'avoir dans son effectif. Maintenant, on parle de Kimani Winsu, qui est né en 2004, qui a 20 ans donc, qui est un poste 2, qui mesure 1m98, et qui fait sa saison sophomore actuellement à Washington State. Il a été formé à Lasvel à la base, et puis ensuite il a été prêté à Saint-Quentin en Pro B pour avoir un peu plus de temps de jeu, et puis ensuite il est parti justement aux États-Unis pour exporter ses talents à Washington State, un programme qui est réputé, et qui actuellement est premier de la Pac-12, qui est une division qui est très relevée, une conférence qui est très relevée. Et là-dedans, Winsu, même si ça se voit pas dans ses stats, a un vrai rôle en sortie de banc parce que c'est lui le 6e homme de cette team. Il joue 20 minutes par match cette saison à Washington State à seulement 20 ans, et ça c'est lourd, surtout vu le niveau de l'équipe, qui comme je disais est un gros programme. Lui, il fait une très bonne saison, et son équipe également fait l'une de ses meilleures saisons depuis longtemps. Ce serait beau de retrouver la March Madness, ce serait la première fois depuis 15 ans que Washington State y participe à nouveau, et je trouve que cette team, ce programme a de vrais arguments. Mais pour revenir à Kimani, je trouve qu'il a un profil intéressant parce qu'il a vraiment la taille parfaite pour le poste 2, mais il peut aussi être utilisé au poste 1 parce qu'il a un très bon dribble et une bonne vision de jeu, un bon sens de l'organisation. En fait, c'est un vrai combo guard, même s'il pourrait encore développer son playmaking davantage pour assuré de pouvoir jouer meneur sur la durée. On l'avait vu lors de l'Euro 18 en 2022, il avait été vraiment en difficulté au poste 1, mais je trouve que depuis, ça fait 2 ans, il a fait de vrais progrès dans sa gestion du jeu. Il perd de moins en moins de ballons, et il joue de plus en plus propre, il est de plus en plus patient, tout ça c'est bien, et je trouve que si une équipe NBA cherche un meneur de grande taille, qui est très long, et qui peut défendre sur plusieurs postes, et peut driver au minimum une attaque, on a un Winsu qui peut répondre à pas mal de critères. C'est un très bon athlète, qui est très vif, qui est explosif, et ça lui permet vraiment d'être un lockdown, au moins au niveau NCAA. Il a un super footwork, il a de très très bons déplacements, il peut lutter aussi, il peut passer à travers les écrans pour suivre son gars. C'est un mec qui hustle beaucoup, qui se replie toujours en transition, qui fait toujours les efforts, ça lui permet de faire quelques contres, de faire quelques interceptions aussi, et qui a beaucoup d'envie défensive, même si parfois il gamble un peu et il se jette sur les interceptions. C'est propre globalement ce qu'il montre en défense, il arrive vraiment je trouve à couvrir beaucoup d'espace au périmètre, parce qu'il a des grands bras, et il court vite, et il court partout en plus. Donc c'est bien, il est aussi bon sur le porteur que loin du ballon, ses placements sont intelligents aussi défensivement, et rien que ça, avec son physique, je me dis que c'est un profil qui peut plaire finalement. Il a une énergie lui aussi qui lui permet également d'être un bon rebondeur, il fait les box-out, en fait il connaît tous les fondamentaux Kimani Winsu, et je trouve que c'est intéressant. Il a une vraie explosivité qui lui permet également d'attaquer le cercle, il a un gros premier pas, c'est un joueur solide quand il va dans la raquette, qui peut vraiment absorber le contact et scorer dans la peinture, et je trouve qu'en plus de ça, depuis son arrivée aux États-Unis, ça se voit déjà un petit peu sur la photo, il s'est bien développé physiquement. En attaque maintenant, il peut être utilisé on-ball et off-ball, comme je disais, il peut être utilisé en tant que meneur de jeu, mais il peut aussi jouer avec un porteur de balle. C'est pas un gros scoreur, il score surtout dans la peinture où il utilise beaucoup son physique, mais il manque peut-être d'une vraie panoplie de tir ou à la finition, peut-être une panoplie de flotteurs un petit peu plus large, j'ai envie de dire. Il manque d'options, je trouve, un petit peu pour scorer, Kimani Winsu, et il prend peu de shoot de loin également, n'empêche qu'il a quand même une bonne adresse en catch and shoot quand il est en position, donc c'est pour ça, il a pas de grosse stats offensive, mais je trouve qu'en attaque c'est surtout un joueur de système qui va aller dans le sens du jeu, qui va prendre les shoots quand il doit les prendre, mais qui va rarement en faire plus. Je pense qu'il doit quand même peut-être prendre un petit peu plus confiance en lui, notamment dans la création, parce qu'en vrai il a un bon handle, il est tout à fait capable de jouer en 1 contre 1, vraiment grâce à ça, grâce à son dribble, mais on le voit, parfois il fait la passe, il préfère donner la balle à un copain, plutôt que de se créer lui-même une opportunité. On aimerait le voir un petit peu plus agressif au scoring, parce que globalement je trouve que sa prise de décision est bonne, il fait peu d'erreurs, n'empêche que ce qu'on retiendra avec Kimani, c'est que c'est quand même avant tout un joueur qui est porté sur la défense,
mais avec un potentiel offensif qui est quand même présent. Sa mécanique de tir elle est bonne, il a un bon toucher, il a un gros physique, il a la taille, il a le bon feeling du jeu, il peut faire des changements de rythme, des changements de direction avec son dribble. Non, en vrai, tous les outils sont là. Il a surtout besoin de gagner cette agressivité et de réussir à saisir les opportunités qui lui seront offertes. Donc ok, il est considéré comme un défenseur, mais pour moi, ça reste surtout un joueur polyvalent qui sait tout faire. On l'appelle même le couteau suisse chez les Cougars cette année. Donc peut-être qu'il est encore un petit peu tendre pour la draft 2024 à 20 ans, mais s'il confirme en défense et qu'il affiche des progrès en attaque avec le temps, avec de l'expérience et de la maturité, peut-être qu'avec une grosse saison l'année prochaine à Washington State ou ailleurs, peut-être ailleurs pour plus de responsabilités, on verra, mais même Washington State ce serait bien pour avoir un petit peu de visibilité, il pourrait être un bon candidat pour la draft 2005. Mais en attendant, on va voir, parce qu'il a cette grosse saison à finir avec Washington State, et déjà je trouve que le fait qu'il ait obtenu du temps de jeu, des minutes, mais aussi un vrai impact grâce à son rôle défensif, ça permet d'être un minimum positif pour l'avenir de Kimani Winsu. Allez, parlons de Louis Lesmond maintenant, qui est né en 2002, je fais des liaisons dangereuses, qui est né en 2002, qui est un arrière poste 2, qui mesure 1m98, qui évolue à Harvard et qui est dans sa 3e saison, sa saison junior. Louis Lesmond, lui, il est dans une famille de basketteurs dans le Var, il a été formé au Pôle France lui aussi, mais en fait il est parti très tôt aux États-Unis, au lycée, en high school. Il a eu pas mal de sélections en équipe de France jeune, il a eu l'argent par exemple au Mondiaux U19 en 2021 avec Victor Wembanyama, il avait eu de bonnes offres aussi de gros programmes en 2021 en NCAA comme Illinois, comme Wisconsin, mais il est allé à Harvard de ce qu'il dit et pour vraisemblablement avoir plus de temps de jeu que dans un gros programme, et finalement dans son rôle il a réussi à avoir ses opportunités et ce temps de jeu parce que Louis Lesmond c'est quand même le gros sniper de ce live dont on va parler aujourd'hui. C'est un énorme shooter qui vraiment passe la majorité voire quasiment tout son temps derrière la ligne à 3 points, il prend les 3/4 de ses shoots à longue distance avec une très 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 belle réussite et ça lui permet d'être un joueur régulier sur lequel on peut compter, qui quasiment à chaque match va apporter sa dizaine de points parce qu'il va mettre ses 2, 3, 4 tirs de loin à chaque fois. Il fait quelques bons petits cartons de temps en temps, face à Penn récemment il a mis 17 points à 5 sur 11 au tir, 5 sur 11 à 3 points, il avait pris que des 3 points dans ce match. Il revient d'une saison où il a été pas mal blessé, quasiment une saison blanche pour lui vu qu'il avait joué que 5 matchs. Mais cette année, après une saison freshman qui avait été prometteuse, cette deuxième saison sophomore qui avait été plus compliquée à cause des blessures, il est revenu et maintenant c'est devenu un titulaire indiscutable à Harvard dans un rôle principalement de catch and shooter qui lui va parfaitement et qui correspond complètement à ses qualités. Là actuellement il réalise sa meilleure saison en carrière en NCAA, bien sûr qu'il est très unidimensionnel, c'est surtout un shooter, mais c'est un vrai spécialiste du shoot. Comme je disais, il faut voir le volume de tir qu'il prend et son pourcentage qui est au-dessus des 37%, et c'est cool, donc à voir si son profil intéresse à terme en NBA, mais si on veut d'un shooter, il a tout, il a le range, il a l'adresse, il a la mécanique, il a la régularité. La March Madness lui apporterait pas mal de visibilité, mais ça va être compliqué parce que la saison de Harvard collectivement est très moyenne. Harvard est 4ème de sa conférence de Ivy League, donc ils sont pas du tout favoris pour le tournoi de conférence. Les espoirs de March Madness sont faibles, donc en attendant, je pense que, vu qu'il va encore manquer de visibilité, il y a beaucoup de chances qu'on le voit faire une saison senior la saison prochaine en NCAA, avant peut-être de se présenter à la draft 2025, en mettant en avant ses qualités de tir. Et encore une fois, si une équipe cherche un shooter, peut-être que Louis Lesmond ne sera pas drafté, mais il pourra trouver un petit contrat, et si ce jour-là, dans une équipe NBA, il montre que il est capable de faire ce pour quoi on le paye, c'est-à-dire mettre des shoots de loin, et il sait le faire, je pense que pourquoi pas, il peut rêver d'avoir quelques matchs et quelques minutes en NBA un jour, et pourquoi pas plus, on sait jamais. Allez, maintenant on parle de Ivan Ouedraogo, qui est né en 2002, qui est un pivot assez sous-dimensionné, parce qu'il mesure 2m06, et qui cette saison joue à California Baptiste, à CBU, une petite fac. Donc lui, il est originaire de Bordeaux, il a passé 2 ans au Pôle France, comme beaucoup de joueurs aujourd'hui, et ensuite il est parti aux États-Unis. Il avait remporté, il faisait partie de cette équipe, qui a eu l'argent au championnat du monde 21 à l'époque, et j'avais déjà parlé de lui, rappelez-vous, dans ma première vidéo sur les Français en NCAA en 2020, ça date, il faisait à l'époque sa première saison avec Nebraska, il a passé 2 ans là-bas, à Nebraska, et ensuite il a passé 2 ans à Grand Canyon, et en fait il a pu faire exceptionnellement une deuxième saison senior à California Baptiste. Je suis pas tout à fait sûr, mais il me semble que c'est parce qu'il y a une dérogation en raison du Covid et des matchs qui ont été manqués. Donc cette saison, il est dans une plus petite université que ce qu'il était l'année dernière, que ce qu'il était à Grand Canyon, parce que lui a fait ce choix parce qu'il voulait avoir plus de responsabilités, et il voulait surtout avoir l'occasion d'enfin s'exprimer offensivement, ce qui n'était pas le cas à GCU, à Grand Canyon. Et il a eu
raison, parce que pour sa dernière saison en NCAA, il est en train de pondre ses meilleures statistiques en carrière. Il fait un énorme chantier au rebond, c'est sa spécialité, hein, les rebonds. Il est lourd, il est puissant, il est physique, il a de grosses épaules, c'est dur de le bouger. Et on le voit, depuis qu'il est arrivé en NCAA, il a connu pas mal de hauts et de bas. Il avait fait une saison très prometteuse, hein, en tant que freshman à Nebraska. Ensuite, il avait été mis sur le banc pour sa saison sophomore. C'est pour ça qu'il a demandé son transfert et qu'il est allé à Grand Canyon. Là-bas, il a été titulaire dès sa première saison, il a montré des progrès. Et puis l'an dernier, il avait très bien commencé pour sa première saison senior, mais il a connu une blessure. Et ça a forcément ralenti sa progression. Et c'est dommage, parce que dans l'attitude, dans le leadership et dans la communication, il avait vraiment un rôle de leader à Grand Canyon. Et il a beaucoup aidé son équipe à se qualifier pour la March Madness la saison dernière. Il a eu un énorme rôle dans le tournoi de conférence pour le remporter. Il a fait une très grosse finale aussi dans l'énergie et dans le combat. Et il l'a dit lui-même, il a eu l'impression qu'à Grand Canyon, maintenant que son équipe est allée à la March Madness, en tant que leader, en tant que senior et un peu en tant que vétéran, c'est dur de parler de vétéran quand on parle d'universitaire, mais il avait accompli sa tâche, et il a voulu se lancer un nouveau défi, où il pourrait peut-être être mieux mis en valeur individuellement dans cette fac de CBU, et du coup il est resté dans la même conférence pour essayer de faire justement cette saison, et la meilleure saison possible, pour boucler cette page NCAA avec California Baptiste. Donc lui, il a un profil de joueur très dur, qui a pas peur de mettre des coups, hein, ou qui a pas peur d'en prendre au poste bas. Aller à la March Madness cette saison, ce sera compliqué, faire aussi bien que l'année dernière, parce que Cal Baptiste, pour l'instant, ils sont seulement 6ème de leur conférence, et c'est dommage pour sa dernière saison avant de passer pro à Yvan, mais cependant, moi ce que je retiens, c'est que ça se voit, il s'éclate sur le terrain, il fait une grosse année individuelle, il bat tous ses records, il a fait des matchs à 16 points 9 rebonds, il a fait des matchs à 17 points 10 rebonds, c'est pas le plus gros statman du monde, mais on s'en fout, on va pas se fier à ça, parce que quand il est sur le terrain, lui aussi, on le voit, il a une importance primordiale, c'est lui le leader, encore une fois, dans de l'équipe, hein, dans l'attitude, dans l'énergie aussi, dans la communication, dans le discours. Il confirme que ce leader qu'il était à Grand Canyon, il l'est encore plus cette année avec CBU. Il montre l'exemple, en fait, c'est un vrai senior, et tout de suite, il est devenu, alors qu'il venait d'arriver dans cette fac, le chouchou des fans, parce que vraiment, il donne tout quand il est sur le terrain, il a une énergie incroyable, il a une espèce d'enthousiasme aussi qui est contagieux, ça chauffe les fans, enfin, c'est cool, hein, vraiment, quand il rentre sur le terrain, on sent que tout le monde l'adore vraiment, parce qu'il apporte beaucoup sur le terrain. Donc, quoi qu'il en soit, ce qu'on retiendra, c'est que dans quelques mois, effectivement, la page NCAA pour Ouedraogo, il faudra la tourner, mais ce qu'on retiendra, c'est quoi? Il se sera fait une belle carrière universitaire, maintenant il est sûrement trop sous-dimensionné, je pense, pour son poste, pour espérer à terme la NBA, ou en tout cas sur la durée, il est probablement trop âgé aussi, n'empêche que je suis assez conscient et assez certain qu'au vu de ses qualités, même s'il manque de taille un petit peu pour un pivot, il peut se faire une carrière professionnelle qui va être super intéressante, Yvan Ouedraogo. 9ème et avant-dernier joueur pour aujourd'hui, Maxime Reynaud, qui est un 2003, un pivot de 2m16, un très grand, qui évolue à Stanford cette saison en tant que junior. Il a été formé à Charenton lui aussi, et lui, son premier sport, c'était la natation. Il avait beaucoup d'occupations, en plus du basket. C'était pas forcément sa priorité dans sa jeunesse, le basket, même si forcément il avait déjà un gros niveau et qu'il avait une bonne taille. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que lui, même s'il avait la possibilité, il a choisi de pas aller au Pôle France, parce qu'il a privilégié ses études. Il est rentré au lycée Henri IV, et son but, ça a été de se préparer à des études d'astrophysique. Et oui, il a un gros cerveau, Maxime Reynaud. Donc en parallèle de ça, il jouait à Nanterre en Cadet France et en Espoir. Et rappelez-vous, c'était lui le 4ème joueur de la fameuse vidéo où Wemby avait commencé à popper un petit peu et à faire le tour du monde quand il y avait eu un 2 contre 2 avec Rudy Gobert et Vincent Poirier. Le 4ème joueur qui était dans l'équipe de Wemby dans ce 2 contre 2, c'était Maxime Reynaud. Il avait fait aussi un super tournoi Adidas Next Generation, hein, cette saison-là, et c'est à ce moment-là que justement il a commencé à se faire remarquer aux États-Unis. En attendant, avant de partir, il a passé son bac, qu'il a eu avec mention très bien, et il est parti à Stanford en 2021 pour rejoindre cette team de basket, mais aussi rejoindre cette équipe qui fait partie des plus cotées, hein, scolairement aux États-Unis, pour suivre un cursus de maths et d'informatique, un double cursus, hein, maths plus informatique. Donc ce qu'on voit, c'est que Maxime Reynaud, non seulement c'est un joueur de basket, mais il passe aussi beaucoup de temps dans les études. Et comme je disais, hein, je pense que c'est une des facs les plus réputées aux États-Unis, Stanford, pour les études, avec Harvard, dont on a parlé un petit peu plus tôt avec Louis Lesmond, et avec le MIT aussi du côté de Boston. Donc à la base, il faut savoir que son objectif à Maxime Reynaud, c'était plus rentrer à la NASA que devenir basketteur professionnel. Donc pourtant, au fur et à mesure, il s'est fait sa place en tant que basketteur. Pour sa première saison, il avait un temps de jeu réduit, mais il a eu quand même 5 titularisations. Il a obtenu plus de responsabilités en tant que sophomore, avec 22 minutes par match, où il a montré de belles choses. Mais là, pour sa saison junior, et c'est pour ça que c'est bien d'en parler aujourd'hui, on est en train de vivre une totale explosion de sa part, parce que juste après sa médaille d'or à l'Euro U20, où ça a été un élément majeur, Maxime Reynaud, ou parce qu'il tournait à 14 points par match, avec une finale complètement incroyable, hein, où on s'en rappelle, il avait scoré 26 points, maintenant, dans son équipe de Stanford, qui est quand même réputée aussi, hein, pour le basket, il tourne à un gros double-double, et dans une équipe qui en plus de ça, évolue dans la Pac-12, dont on avait parlé plus tôt, avec UCLA, qui est une conférence avec un très bon niveau. Donc maintenant,
Maintenant, Stanford collectivement, ils font une saison compliquée, parce qu'ils ont un bilan négatif, et ça va peut-être être dur de les imaginer à la March Madness. N'empêche que Maxime Reynaud, individuellement, il se régale. C'est lui vraiment qui porte sa team. Il a fait des matchs à 29 points, il a fait d'autres matchs à 17 rebonds. Vraiment, il fait preuve d'une énorme domination dans la peinture. C'est vraiment c'est le meilleur scoreur et le meilleur rebondeur de sa team. Rien que ça veut dire pas mal de choses. Il enchaîne les doubles-doubles avec cette équipe de Stanford. Malheureusement pour lui, les victoires ne suivent pas. Donc maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est que malgré sa taille, parce que c'est un 7-footer, on se rappelle, il fait 2m16, c'est pas tout à fait un profil à l'ancienne comme on aurait pu croire, parce qu'il est largement capable de s'écarter. Maxime Reynaud, ça peut être un vrai stretch 5 s'il veut. Il prend pas des masses de shoot à 3 points, c'est sûr, parce qu'il a assez de travail à faire dans la peinture à Stanford, mais quand il est ouvert, les tirs, il arrive à les prendre, en tout cas il sait lesquels il doit prendre, et la plupart il les met en plus, même si je pense qu'il pourrait se permettre de prendre encore plus de shoot à longue distance s'il voulait. Ce que je vois en tout cas, c'est que offensivement, Reynaud c'est un joueur très efficace, avec beaucoup de qualité offensive, il a l'aise des deux mains, main droite et main gauche, il a beaucoup de touchés, globalement je trouve que c'est un joueur qui a de très bonnes mains, il peut jouer un post-up aussi, où il a trouvé quelques moves efficaces, un petit hook, il est aussi adroit à quelques mètres du cercle, à shooter à mi-distance, il peut le faire. Sur pick and roll, il joue très bien le rôle de roller lui aussi, et en vrai on se rend compte qu'il a toute la panoplie du pivot offensif, et en plus de ça il a une bonne vision, il peut jouer le rôle de facilitateur, c'est un joueur intelligent globalement, donc voilà, c'est clairement plus un attaquant qu'un défenseur, il faut s'en rendre compte, même si le taf de l'autre côté il le fait un minimum. Par contre on s'en rend compte, c'est pas non plus un gros protecteur de cercle, parce que voilà, il va pas assez dans la peinture, il est peut-être pas assez agressif en défense, mais ça reste un joueur qui est quand même plutôt mobile pour sa taille. Là ce qu'on voit, c'est qu'à Stanford maintenant, au bout de 3 ans, il a ses repères, c'est un joueur qui commence à être mature, qui connaît ses forces, qui connaît ses faiblesses, qui connaît son jeu, qui est capable d'utiliser un vrai arsenal offensif pour briller, pour marquer des points. Maintenant, c'est peut-être un petit peu ce qui peut aller contre sa draft prochainement, c'est que ça semble pas être le joueur qui a le plus de potentiel, son plafond semble proche, mais il peut quand même intéresser la NBA, parce que un profil de joueur intelligent, qui est grand, qui fait 2m16, qui a un jeu moderne, qui apporte de la taille, et qui en plus de ça possède tous les fondamentaux, c'est pas mal vraiment, et ça peut déjà cocher pas mal de cases pour la NBA. C'est peut-être juste la défense vraiment qui pose question, mais comme je disais, je pense que dans ce domaine, il peut au moins faire le minimum en tout cas. Donc maintenant, il faudra voir comment, s'il va un jour en NBA, comment il s'adaptera dans une ligue avec un jeu plus rapide, où son arme principale, finalement, le jeu au poste, ne serait que très peu utilisé. S'il devient quand même un protecteur de cercle, et il peut le faire grâce à sa taille, ça peut devenir vraiment un profil intéressant. Pour l'instant, il est pas trop dans les mocks, mais on le sait, lui-même dit que c'est plutôt politique, et il garantit qu'il est suivi par beaucoup de scouts en ce moment. Il semble prêt à être quitté Stanford cet été s'il a une promesse de draft. Si son but c'est de faire un cursus complet, d'obtenir son diplôme à Stanford et d'aller jusqu'au bout de sa saison senior, il lui restera encore une saison après celle-là pour montrer que justement il peut encore progresser en défense, peut-être progresser sur son tir pour montrer qu'il peut être aussi un vrai stretch 5 en NBA. Je pense vraiment que le shoot ça pourrait être une clé, si justement il améliore pas son niveau d'offensif et son niveau défensif et sa protection de cercle. S'il arrive à augmenter son volume de shoot de loin en gardant ce pourcentage là, ou au moins un pourcentage supérieur à 35%, je pense que ce profil de stretch 5 qui est déjà bien formé, qui est intelligent et surtout qui est déjà opérationnel, ça pourrait donner envie à des franchises NBA de lui donner une opportunité. De toute façon maintenant il le dit aujourd'hui, même s'il rêve toujours de la NASA, évidemment aujourd'hui ses objectifs ils ont changé et son but principal maintenant c'est de devenir un joueur NBA. Donc voilà, va falloir voir ce que ça donne au vu de la saison compliquée de Stanford. Peut-être qu'une grosse saison collective l'année prochaine pourrait l'aider à être encore plus sur les radars des scouts, et peut-être qu'une présence à la March Madness pourrait bien l'aider. C'est pour ça que je pense qu'une saison senior serait pas mal pour Maxime Reynaud, mais bon, tout n'est pas encore perdu pour cette année, donc faudra voir. Dans la Pac-12 c'est quand même difficile d'exister pour Stanford au vu des cadors qui sont présents dans cette conférence. En tout cas ce qu'on sait c'est que Maxime Reynaud maintenant il se focus à 100% sur la NBA, il a admis que ce serait un échec de revenir en France, il va tout donner pour arriver dans la grande ligue, peut-être cette année s'il a une promesse, mais je pense de façon plus objective que ce sera plutôt pour la draft 2025, et même s'il n'est pas drafté, avec son profil, s'il arrive vraiment, je dis, à protéger un peu plus le cercle et à shooter davantage de loin, il aura vraiment tous les outils et toutes les qualités pour se faire une place dans la grande ligue à terme, peut-être avec des petits contrats au début, et si ça fonctionne, peut-être pour se faire une place sur la durée, même si on l'a vu, certains pivots offensifs qui se font cibler en défense ont du mal en ce moment à faire une grande carrière en NBA, et c'est ce qui peut faire un petit peu peur sur le profil actuel de Maxime Reynaud. Allez, pour finir, avant de faire le bilan pour savoir qui, selon vous, a le plus de chances d'aller en NBA parmi tous les joueurs que je vous ai présentés aujourd'hui, on va parler de Yohan Traoré, qui est un 2003, qui mesure 2m08, et qui est un pivot qui joue à Santa Barbara, et qui actuellement, là-bas, fait sa saison sophomore. Lui aussi a été formé au Pôle France, il a été vice-champion d'Europe U16 en 2019, et il est parti aux États-Unis à 17 ans, au lycée, en high school. Il faisait partie, vraiment, à ce moment-là, des recrues les mieux classées du pays dans la classe 2019.
2022 parce qu'il était dans le top 25, 24e hein, je crois de mémoire, c'était ESPN ou 247 Sports, je me rappelle plus, mais très bien classé hein, à sa sortie du lycée. Et à la base, il aurait dû s'engager avec la grosse fac de LSU, sauf que, on le sait, il y a eu quelques scandales, le coach a été viré, donc il y a eu un changement de projet pour Yohan Traoré, qui est parti pour sa saison freshman à Auburn. Il a préféré Auburn devant d'autres grosses offres hein, comme Gonzaga ou comme Kansas, et finalement, à Auburn, c'est devenu l'une des recrues les mieux classées de l'histoire de cette fac qui, on le sait, a vu passer Charles Barkley entre autres, et qui a vu passer quelques bons joueurs. Donc là, par contre, à Auburn, Yohan Traoré, on l'a vu, en tant que freshman, il a quand même vécu une saison compliquée avec moins de 10 minutes par match. Il a été très peu utilisé dans les systèmes et on le voyait que Bruce Pearl, le coach, ne lui faisait pas vraiment confiance. C'est pour ça qu'il a demandé son transfert vers Santa Barbara pour obtenir plus de minutes et plus de responsabilités dans une fac mid-major qui s'est régulièrement qualifiée pour la March Madness en plus ces dernières années, et je trouve que l'objectif est réussi parce que finalement maintenant il obtient plus de 28 minutes par match et surtout il tourne à plus de 14 points, donc ça montre que ces minutes il en fait bon usage. Il a même fait un match à 22 points dernièrement. Il a même fait des pointes à 24 ou 25 points plus tôt dans la saison, et ça montre que c'est plutôt fort, ça montre que Yohan Traoré est en train de s'éclater avec Santa Barbara. Il fait de très grosses stats pour un sophomore, parce qu'il faut rappeler que c'est qu'un sophomore, et c'est vraiment dommage que sa fac soit un petit peu en galère dans la Big West actuellement, parce que Santa Barbara avait remporté la conférence l'année dernière, et cette année c'est beaucoup plus compliqué. Maintenant, pour revenir à Yohan Traoré, c'est quand même un profil qui est très intéressant, c'est un pivot long, qui est efficace aussi, qui joue très propre surtout, parce qu'il utilise bien les systèmes, il se place bien souvent, il respecte le flow du jeu, et ça il arrive vraiment à s'en servir à son avantage pour aller scorer. Il connaît très bien ses qualités et il les utilise parfaitement pour scorer avec des bons pourcentages. Il va prendre des shoots qui sont faciles pour lui avec ses qualités pour se retrouver dans des situations qu'il maîtrise. Quand je dis qu'il profite des systèmes, c'est vraiment pour se trouver dans des situations dans lesquelles il peut prendre l'avantage assez facilement. En fait, je trouve qu'il connaît son rôle et il le comprend super bien, et c'est ça qui lui permet de performer cette année. C'est un joueur qui possède de vrais outils, qui a un vrai toucher près du panier, qui est très bon à la finition aussi, qui a de bonnes mains. Il est bon aussi pour couper dans le dos de la défense quand il se met au dunker spot. Il peut recevoir des passes lobées pour aller dunker lui aussi, et en vrai c'est une super cible pour les meneurs par exemple sur des pick and roll. Il arrive à compiler pas mal d'éléments positifs, c'est un joueur efficace, c'est un joueur qui a aussi certaines qualités, qui est skillé, qui a une vraie longueur, qui a une vraie mobilité, qui se déplace bien aussi et qui a un profil de rim runner parce qu'il court, il remonte vite le terrain aussi pour être trouvé en trailer, ça il le fait très bien. Et là je trouve que en ce moment avec Santa Barbara, il commence à vraiment prouver le potentiel qui lui était promis à sa sortie du lycée. C'est un joueur qui est déjà bien costaud pour son âge, qui a un physique qui est déjà NBA ready, il a de bonnes qualités athlétiques, bien sûr il a un côté big man à l'ancienne lui aussi, mais peu à peu, même s'il s'écarte pas et même s'il shoot pas de loin, on le voit, il développe un petit shoot à mi-distance qui marche quand même de mieux en mieux, même s'il l'utilise pas encore beaucoup, mais on le voit, ça fait partie des progrès qu'il est en train de faire et qu'il pourra développer par la suite. Donc voilà, c'est dommage qu'il ait pas de tir extérieur et que j'ai du mal à le voir se transformer en stretch 5, il sera probablement jamais un floor spacer, n'empêche qu'il a quand même pas mal de qualités, j'ai même pas parlé de sa défense, et c'est vrai que là encore une fois, c'est un joueur qui est très actif défensivement, il utilise bien sa longueur pour dissuader aussi, il est suffisamment mobile, suffisamment long pour sortir sur les stretch 4 si besoin, tous ceux qui vont sortir dans le corner, Yohan Traoré saura remonter sur un close-out et pourra aller défendre. Il apparaît dans certaines mock drafts 2024, au second tour surtout, donc il va falloir voir s'il décide d'inscrire son nom à la draft cette année, ou s'il va décider de continuer à se former en NCAA. Pour moi, le choix va dépendre des opportunités qu'il a. S'il a une promesse de draft, ce serait bête de ne pas se présenter cette année, mais s'il n'a pas de promesse de draft, il faudra voir, et je pense qu'il aurait tout intérêt à continuer à se former, justement dans cette équipe de Santa Barbara où maintenant il a trouvé ses responsabilités, il a trouvé comment briller dans cette équipe, mais si dans les années à venir il continuait à rester à la fac et justement à permettre à cette équipe de gagner collectivement, ce serait propre. En tout cas, moi ce que je retiens, c'est que aussi bien physiquement que dans sa compréhension du jeu et son QI basket, Yohan Traoré, il semble prêt. Peut-être qu'il a besoin de se former et de développer encore un petit peu plus son shoot à mi-distance, mais globalement, je le trouve NBA ready dans son physique, et pourquoi pas ne pas l'imaginer le voir drafter à la prochaine draft en juin prochain, on verra ce que ça donnera. Épilogue. Et donc si on fait le bilan, tout le long du live, on vous a demandé à chaque fois quel serait l'avenir professionnel de ces joueurs, et donc on les a classés en fonction de vos sondages sur selon vous qui a le moins de chances d'aller en NBA, pour finir par celui qui selon vous a le plus de chances d'aller en NBA. Donc pour vous, vous êtes 0 à avoir voté pour Ivan Ouedraogo en NBA, et c'est vrai que son profil sous-dimensionné et son âge ne laisse que peu de chances pour la NBA si on est complètement honnête, même si certains disaient qu'il pouvait avoir un profil à la Isaiah Stewart dans l'énergie, c'est vrai, malheureusement il a pas le shoot, n'empêche qu'il peut
quand même se faire une vraie avenir en tant que professionnel, parce que vous êtes quand même 46% à le voir au niveau Euroleague et 54% à le voir au niveau Betclic Elite. Donc on verra ce que ça donne Yvan Ouedraogo, parce qu'on aura la réponse tôt, vu que c'est sa dernière saison à la fac cette année. Ensuite vient Daniel Batcho, et je trouve que vous avez été sévère avec lui, vous êtes que 13% à lui imaginer un avenir en NBA, 25% à lui imaginer un avenir en Euroleague, et 63% au niveau Betclic Elite. Et je trouve ça dommage, parce que mine de rien, même si sa fac de Louisiana Tech est pas la meilleure du monde, il tourne en gros double-double, il fait de bonnes choses, il a une bonne taille aussi, il est de plus en plus mobile, et je pense qu'il a plus de chance que ses 13% de chance. Maintenant, je comprends que ce côté profil à l'ancienne un petit peu vous est dérangé, même si je trouve que de plus en plus il arrive à développer son shoot. Ouais, je comprends, c'est vraiment, je pense, son âge et ce côté pivot à l'ancienne, peut-être pas, qui est incapable de switcher, qui vous a inquiété. N'empêche que c'est quand même un gros protecteur de cercle, qui peut courir aussi de cercle en cercle, et qui en attaque, mine de rien, arrive de plus en plus à s'écarter. Comme je disais, je suis pas sûr qu'il soit drafté, mais peut-être sur des petits contrats, il pourrait arriver à se faire une chance en NBA, même si visiblement vous y croyez assez peu. Ensuite vient Keza Jifa. Vous êtes 14%, 14% d'entre vous lui voient un avenir en NBA, 36% vous lui voyez un avenir en Euroleague, et 50% plutôt un avenir au niveau à peu près Betclic Elite. Et c'est vrai que c'est vraiment un scoreur, vraiment un dynamiteur. Malheureusement, son 1m88 et le fait qu'en NBA on cherche des défenseurs qui switch me laisse un petit peu pessimiste quant à un avenir potentiel à NBA pour un joueur qui a déjà 21 ans. Maintenant, faudra voir, hein, pourquoi pas, parce que ça reste un dynamiteur, un pétard ambulant, comme je le disais. Mais voilà, vous êtes quand même 36% à le voir à un niveau Euroleague, donc pourquoi pas, on verra la suite pour Keza Jifa, qui à mon avis va rester encore un petit peu à la fac, au moins une année de plus. De toute façon, c'est ce qui est prévu, je pense, pour la suite, lui qui est déjà junior. Ensuite vient Yohan Traoré, vous êtes 14% lui aussi à lui imaginer un avenir en NBA, 57% à le voir en Euroleague, donc vous êtes quand même conscient de ses qualités, hein, et on l'a vu, hein, sur les images, c'est un mec qui utilise vraiment ses qualités, qui se place toujours bien, qui arrive vraiment à se placer dans le sens du jeu pour se trouver des paniers faciles, donc voilà, ça peut plaire, hein, moi je pense en NBA, surtout qu'il défend bien, c'est un joueur intelligent qui comprend son rôle, comme je disais, qui est long, donc pourquoi pas, peut-être qu'il sera pas drafté, même on en parle, hein, de plus en plus à la draft, donc faudra voir à quel moment il décide de se présenter à la draft, mais je pense qu'il peut avoir au moins un petit shot, Yohan Traoré en NBA, et ensuite on sait jamais ce qui peut se passer. S'il arrive à saisir ses opportunités avec ce shot là, peut-être qu'il peut se construire une petite carrière, on verra ce que ça donne. Ensuite vient Mohamed Diarra, qui a déjà 23 ans, donc c'est vrai que c'est difficile pour lui d'imaginer un avenir NBA, parce que on sait qu'on préfère drafter et donner des opportunités à des joueurs très jeunes en NBA, n'empêche que c'est un joueur, c'est un pivot qui on l'a vu, hein, est un gros défenseur, un mec super long qui a tout plein de... même s'il a pas les stats pour jouer en NBA à l'heure actuelle, pour sa dernière saison en NCAA, peut-être que lui aussi, même s'il est pas drafté, pourra trouver un petit contrat, parce que des joueurs longs comme ça, qui ont une envergure assez démente et dans une équipe qui a besoin de taille, ça peut faire du bien. Donc Mohamed Diarra, pourquoi pas l'imaginer avoir un petit shot en NBA pour la suite, en tout cas c'est ce qu'on lui souhaite. Vient ensuite Adam Abal, vous êtes seulement 21% à lui imaginer un avenir en NBA, je trouve que c'est un petit peu pessimiste, 63% quand même lui voient un avenir en Euroleague, donc ça montre quand même que vous croyez en lui, et 16% seulement le voient à un niveau Betclic Elite, donc ça montre quand même que vous avez des hautes attentes concernant Adam Abal, et personnellement moi aussi, parce que je trouve que il joue quand même dans une grosse fac, comme je disais, de Santa Clara, comme je disais, qui a déjà sorti des gros joueurs aussi dernièrement, et avec son profil de scoreur aux 3 niveaux, de dynamiteur lui aussi, hein, qui peut être très polyvalent, faire pas mal de choses, défendre un minimum avec une belle envergure pour son poste, je pense que même s'il y a beaucoup de joueurs dans son profil, il peut switcher un minimum, il a vraiment des qualités et une maturité qui peuvent, je pense, lui permettre d'avoir au moins un petit shot en NBA, et encore une fois, on verra ce que peut donner la suite. Maintenant vient Maxime Reynaud, vous y croyez un petit peu plus parce que vous êtes 31% à lui imaginer un avenir en NBA, et ceux qui le voient pas en NBA, vous êtes 62% à l'imaginer au moins en Euroleague, contre seulement 8% en Betclic Elite. Donc ça montre que vous êtes conscient quand même du talent de ce joueur, qui en plus de ça, on l'a déjà dit, est très intelligent, qui tourne en gros double-double à Stanford, qui comme on l'a dit, porte l'équipe aussi. Ce qui peut aller contre lui, c'est que pour l'instant, il a trop un profil offensif et pas assez défensif. Maintenant, à voir s'il arrive à développer sa qualité pour protéger le cercle et son shoot extérieur. Là, il aura vraiment toute la panoplie et il pourra s'imaginer une grosse carrière, mais peut-être qu'il a encore du taf. À voir à quel moment il aura son premier shot en NBA, parce que je pense qu'il en aura un à terme, mais ce serait pas plus mal, je pense, qu'il puisse se développer encore un petit peu avant d'y aller, parce qu'il y a des choses dans son jeu qui peuvent être développées et qui lui permettront d'avoir plus d'opportunités quand il arrivera. Vient ensuite Louis Lesmond, et c'est un petit peu la surprise de votre part, parce que vous êtes 33% à lui imaginer un avenir NBA, 25% en Euroleague, 42% plutôt en Betclic Elite, donc la majorité d'entre vous le voit
en Betclic Elite, non, enfin, ou à un niveau Betclic Elite, n'empêche que 33% en NBA, parce que même si c'est un joueur unidimensionnel, on l'a vu, c'est un très très gros shooter, c'est un gros sniper qui ne fait que ça, mais qui le fait super bien, et on le sait, dans les équipes NBA, ben, effectivement, on peut avoir besoin de ce genre de profil. S'il défend un minimum, c'est mieux. Louis Lesmond, ben, faudrait voir ce qu'il peut donner, c'est pas forcément le joueur qui peut le mieux switcher, mais je pense qu'il a de quoi défendre un minimum, en tout cas, il fait une bonne taille pour son poste, et voilà, une équipe qui a besoin d'un shooter pourrait lui donner un shot, et s'il met ses shoots en NBA, peut-être qu'il pourrait y rester, donc à suivre aussi, ce serait une bonne chose pour un joueur sorti d'Harvard, la fac de Jeremy Lin, je vous rappelle. Ensuite, le deuxième joueur auquel vous croyez le plus pour aller en NBA, avant de vous montrer le numéro 1, c'est Kimani Winsou, de 20 ans, effectivement c'est un joueur très jeune, qui comme on l'a dit, pour l'instant est assez timide offensivement, mais qui est déjà un énorme défenseur, et ses profils de défenseur lockdown en NBA, c'est vrai qu'on les aime bien, à condition que ce ne soit pas des trous noirs offensifs, et ce qui est bien, c'est que Kimani, il a tout ce qu'il faut pour justement ne pas être un trou noir offensif, parce que comme je disais, il peut porter la balle, il peut dribbler, il peut organiser le jeu, il peut faire quelques passes décisives, maintenant il faut qu'il se fasse plus confiance, qu'il soit plus agressif, parce que quand il drive, on l'a vu avec son physique, il absorbe le contact, et il peut aller marquer près du cercle, juste, il saisit pas encore ses opportunités, et je pense que ça, sur la durée, c'est là-dessus qu'il va devoir faire ses preuves, parce que on le voit, hein, même si t'es un très bon défenseur en NBA, quand en attaque tu as trop de limites, tu mets pas tes shoots et t'es peut-être un petit peu trop timide, tes opportunités elles durent pas. Donc c'est ce qu'on lui souhaite à Kimani, qu'il arrive à trouver cette agressivité, parce que défensivement il a vraiment déjà de quoi briller en NBA, mais ce qui est rassurant c'est qu'il est très jeune à 20 ans. Et celui auquel vous croyez le plus, même si pour l'instant il joue très peu à UCLA, mais ça montre que vous êtes conscient de son potentiel, c'est Ilan Fibleuil, 18 ans, donc pour l'instant sa saison à UCLA on va pas trop en parler, comme on l'a dit, il est là pour apprendre, il est pas là pour se présenter à la prochaine draft, mais par le passé, avec l'équipe de France, il nous a déjà montré avec les jeunes qu'il était capable d'avoir de vraies qualités, un joueur très explosif, très athlétique, qui joue au 1 contre 1, qui est intelligent aussi, qui peut dribbler, qui peut faire pas mal de choses. Pour l'instant, c'est trop tôt pour le juger par rapport à la NCAA, mais comme je disais, il est dans une situation où UCLA a besoin de victoire et ne peut pas trop se permettre de faire jouer les jeunes et les freshmen comme lui, sauf que l'année prochaine, en tant que sophomore, j'espère qu'il aura des opportunités, et je pense que c'est la seule chose qui lui manque, avec des opportunités. Ilan Fibleuil, il a beaucoup de talent, il arrivera à le mettre en valeur. On l'a dit, j'ai déjà les moments qui passent sur le terrain, même s'ils sont courts, ils sont plutôt positifs en termes d'impact, d'efficacité et même d'impact collectif, parce qu'il fait pas d'erreur, il permet à sa team d'avoir de bons passages. Maintenant, il va falloir montrer qu'il peut faire d'aussi bonnes choses avec plus de temps de jeu dans les années à venir, et s'il arrive à exploiter son potentiel, parce que son potentiel il est vraiment présent, effectivement, il y a de bonnes raisons d'imaginer qu'il peut se faire un avenir en NBA et qu'il peut être drafté. Pour l'instant, c'est encore un peu tôt, mais vous êtes quand même 82% à l'imaginer se faire un avenir en NBA, 0% le voit en Euroleague, ça c'est rigolo, et 18% l'imaginer en Betclic Elite. En tout cas, parmi les 10 joueurs qui sont en NCAA actuellement et que je vous ai présenté, parmi les 10 joueurs français, c'est en Ilan Fibleuil que vous croyez le plus, et nous maintenant on n'a plus qu'à voir justement si cette génération de Français qui sont à la fac arrivera à se faire un bel avenir en tant que professionnel, peu importe que ce soit en NBA, au niveau Euroleague ou n'importe où ailleurs dans le monde, c'est tous des joueurs qui peuvent se faire une belle carrière en tant que professionnel, et ce que j'apprécie c'est qu'en plus de ça on a plein de joueurs dans des profils différents, on a des créateurs, on a des scoreurs, on a des défenseurs, on a des intérieurs offensifs, on a des intérieurs protecteurs de cercle, on a des intérieurs rim runners, et tout ça, ça montre que le vivier français a quand même une espèce de variété dans ses joueurs, de polyvalence dans ses joueurs, et une espèce de richesse qui nous permet d'être sûrement positif pour la suite encore du basket français, et rien que ça, moi ça me fait super plaisir.